Puis moi, j'ai quelque chose à faire ou tu t'occupes de tout? Je m'occupe de tout pour le moment. Bonjour, bienvenue à cette session sur Master Data Services dans le cadre de l'événement 24 heures de passe. Ici, donc, si vous avez besoin d'assistance durant la présentation, vous pouvez toujours poser une question soit au modérateur, soit au présentateur ou à tout le monde, dépendamment du sujet de la question. Et vous pouvez aussi maximiser votre écran si vous voulez. Et à la fin, vous aurez un sondage à remplir sur le webinaire. Pendant la conférence, partagez vos impressions avec les mots-clés suivants. 24, hashtag 24 HOP French, @SQLpass, @Gus_France et @MSDev Montréal, qui sont nos commanditaires entre autres. Donc, merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais passer contrôle à M. Notabart, ce que je trouve dans la liste. C'est Make Presenter. Sébastien, je pense que tu devrais être capable de présenter. Excellent. Parfait, je vois ton écran super. Bonne présentation. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à cette session, l'évolution de Master Data Services dans SQL Server 2016. Tout ça dans le cadre des 24 heures du PASS édition francophone 2016. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Sébastien Notabart. Ça fait 17 années que je travaille dans le domaine de l'intelligence d'affaires. J'aime beaucoup les produits de la plateforme Microsoft, des données de la plateforme de Microsoft et dans mes temps libres, entre une pratique de foot et une partie de hockey de mon fiston, j'aime bien jouer de la guitare et enregistrer des petites chansons. Alors, sans plus tarder, regardons un peu l'agenda de cette présentation. On va commencer par regarder un petit peu une introduction à ce qu'est la gestion des données maîtresses. Donc, regardez, est-ce que vous en avez besoin au sein de votre entreprise, survoler une définition et voir pourquoi on tenterait de mettre en place une initiative de gestion des données de maîtresse. Pour finalement arriver à Master Data Services, on va regarder un petit peu d'histoire, les bénéfices, les éléments fondamentaux de l'outil, et ensuite, qui est la partie essentielle de cette présentation, les fonctions et leur évolution. Donc, Microsoft a fait beaucoup d'investissements au niveau d'MDS dans la version 2016, alors c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on va regarder comment on peut interagir avec MDS. Et finalement, il va y avoir des démonstrations de certaines de ces nouveautés-là. Donc, vous demandez-vous si vous avez besoin de commencer ou d'initier une session ou un projet de gestion des données maîtresses dans votre entreprise. Bien écoutez, peut-être qu'actuellement dans votre entreprise, vous avez des problèmes avec des données invalides qui impactent vos processus d'affaires de manière négative. Donc, par exemple, des problèmes avec des prix qui sont inexacts, qui vous font perdre potentiellement des montants de vente. Une mauvaise codification de clients qui fait que les ventes d'un client sont mal comptabilisées. Est-ce que vous aimeriez que vos utilisateurs d'affaires qui ont la connaissance de vos données participent à la gestion des données de référence ou les données maîtresses? Est-ce que vous avez des ressources dans vos départements de technologie de l'information pour investir, corriger, nettoyer et refléter ces modifications-là manuellement dans les systèmes qui les consultent? Est-ce que vous avez besoin de consolider des données de différents systèmes pour le présenter ou le fournir à d'autres systèmes qui sont clients? Est-ce que vous avez un environnement hétérogène qui pourrait bénéficier d'une vue unifiée de tous les attributs clients ou tous les attributs produits, par exemple? Alors, si vous avez répondu oui à une seule de ces questions-là, peut-être que votre entreprise est mûre pour une initiative de gestion des données maîtresses. Qu'est-ce que c'est la gestion des données maîtresses? La gestion des données maîtresses, ce n'est pas une technologie uniquement. C'est un ensemble d'outils, de services et de processus qui sont nécessaires à la création et à la gestion des données maîtresses. Qu'est-ce qu'une donnée maîtresse? Une donnée maîtresse, c'est un élément de données à la base d'une activité commerciale. Donc, par exemple, les clients, les produits, les centres de coûts et l'emplacement géographique, par exemple. Ce n'est pas des transactions. Et ce n'est pas non plus une vente, ce n'est pas un mouvement d'inventaire, ce n'est pas un crédit. C'est vraiment les fichiers maîtres qui sont responsables d'une activité commerciale au sein de votre entreprise.
Ensuite, la gestion des données maîtresses permet d'établir au sein de vos entreprises, au sein de vos organisations, une seule source fiable pour les données maîtresses de l'entreprise. Important de comprendre aussi que quand on met en place ce genre d'initiative-là, c'est une activité qui est orientée plus vers les unités d'affaires que l'informatique. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement une technologie, un logiciel qu'on installe dans un coin, puis après on espère que la qualité de données va arriver dans notre entreprise. Il y a des changements importants à amener à l'entreprise. Alors, c'est pour ça que c'est une activité qui est très orientée du côté des unités d'affaires. Alors, si on résume, la gestion des données maîtresses, ça combine autant les processus d'affaires, les gens qui gèrent et utilisent ces données, et les données, bien évidemment. Pourquoi on voudrait déployer ou débuter une initiative de données maîtresses dans nos entreprises? Comme je l'ai dit tout à l'heure, réunir les gens TI et les gens d'affaires à la gestion et à la gouvernance de données. Évidemment, réduire ou éliminer la gestion des données valides et des doublons, ou tout autre problème de qualité de données que vous pouvez avoir, en fait. Pour améliorer la conformité, présenter des rapports intègres et éviter la problématique qui est classique, c'est-à-dire qu'un utilisateur regarde un rapport et dit mes ventes sont 1 million de dollars classées sur le client ABC, puis quelqu'un d'autre regarde et dit non, le client A, ce n'est pas ces ventes-là, à cause d'un problème de codification de clients, par exemple. Aussi, pourquoi on le ferait? Pour s'assurer que l'informatique n'est pas la seule à gérer et être responsable d'intégrité, mais bel et bien l'étendre aux gens d'affaires. Typiquement, quand les technologies de l'information investiguent un problème de qualité, ils ont besoin des utilisateurs d'affaires pour leur dire de quelle manière je pourrais faire une correction sur cette notion d'affaires-là, de ce fichier maître-là. Alors, l'idée, c'est de les amener et pour les faire finalement gérer nos données. Et le plus important dans la gestion des données maîtresses, si vous voulez déparer un projet, c'est d'essayer d'introduire une imputabilité et une culture de la qualité des données dans l'entreprise. Imputabilité dans le sens que les utilisateurs d'affaires se sentent investis d'une mission et se sentent responsables de la qualité de données. Et quand il y a un problème qui survient, ne pointe pas uniquement vers les technologies de l'information pour dire il y a un problème, réglez-le. Non, c'est un problème corporatif qui doit être géré en équipe. Si on regarde un peu maintenant les différents domaines où on a des fichiers, des données maîtresses. Donc, si on regarde les individus ou les personnes, une donnée maîtresse peut être un client, un fournisseur, un employé, un patient. Ça pourrait être un objet aussi, un produit, une unité d'affaires, des composantes, de l'équipement. Ça pourrait aussi être un emplacement géographique, donc par exemple un magasin, un point de vente, un secteur, un entrepôt. La structure des ventes, la structure, ou plutôt le découpage géographique. Et ensuite, au niveau, par exemple, de la gestion de documents, on pourrait avoir géré dans Master Data des comptes, des garanties, des ententes et des contrats. Alors, c'est seulement pour donner une petite idée de type de fichier maître qu'on pourrait être intéressé à gérer dans une initiative de gestion des données maîtresses. Et l'autre façon de le regarder, c'est de dire si on voulait déployer un projet de gestion des données maîtresses, ce projet-là serait une solution pour quoi? Donc, si on regarde une solution pour la qualité de données, bien, on pourrait corriger les erreurs typographiques et les entrées incomplètes qu'il y a dans les systèmes sources. Donc, on n'a qu'à penser à un système CRM, par exemple, où les gens vont saisir des données de clients. Dans ces cas-là, il y a souvent de l'entrée en double, en triple, parce que les gens ne trouvent pas le client en question, vont le recréer, ou carrément une codification incomplète. On a un autre client, on n'a pas d'adresse, on a un numéro de téléphone, puis on a à peine une adresse de courriel pour contacter. Et évidemment, si on recherche ça, une solution pour la qualité de données, ça pourrait être un projet de gestion des données maîtresses, pourrait être une bonne option pour aider aux fusions et consolidations dans une entreprise. Un bon vieux classique dans ce genre de scénario-là est une entreprise fait l'acquisition d'une autre. Et il faut établir et maintenir des listes de références croisées qui vont dire, bien, dans cette entreprise, le produit A, son code est 1. Dans la seconde entreprise, le produit A, son code est 2. Donc, pour permettre de faire des tables qui font le pont entre la liste des produits d'une compagnie et d'une autre. Ça sera un bel exemple. Et
le faire pour la qualité de données, ça nous aiderait d'avoir un point unique de gestion de données. Si on est intéressé à mettre en place un projet de gestion des données maîtresses pour la conformité, donc ça nous permettrait de répondre et de respecter une législation qui est en vigueur. Et surtout, certaines de ces législations-là nécessitent que les données maîtresses soient traçables et suivables. Ce qui veut dire qu'à travers la modification des données des fichiers maîtres, on est capable d'expliquer qui a modifié quoi et quand. Si on voulait déployer un projet des données maîtresses qui soit une solution pour améliorer l'efficience, évidemment, qui dit meilleure qualité de données et données intégrées implique une réduction du temps consacré au nettoyage et à la réconciliation des données. Une autre manière d'améliorer l'efficience, c'est d'être en mesure de consulter une vue complète et intégrée des données maîtresses, que ce soit une vue à 360 degrés de nos clients ou avoir une vue complète de notre portfolio de produits avec toutes les manières de classifier ce produit-là. Et un projet de gestion de données maîtresses pourrait être une solution pour améliorer les décisions. Donc, si on pense à une campagne de ciblage marketing qui aimerait envoyer des promotions très ciblées à des clients, il est important que ce ciblage-là soit fait correctement et un projet de gestion de données maîtresses pourrait nous aider à faire ce ciblage-là de manière correcte. Encore une fois, en réduisant les doublons, en améliorant la codification de nos clients, en nettoyant nos données. Et qui dit données clients complètes et fiables, dit décisions plus éclairées ou à tout le moins plus certaines. Quand on décide d'entreprendre un projet de gestion des données maîtresses, il faut comprendre que ça peut être des projets qui sont de modeste complexité à grande complexité. Et cela est dû à la manière qu'on va déployer l'architecture de ce système des données maîtresses. Une des choses importantes à garder en tête, c'est qu'on pourrait partir avec un système très simple, qu'on pourrait appeler le style d'architecture registre, qui va faire quoi? Au lieu de centraliser les données à un endroit, on va seulement conserver à un endroit des références au système source. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un système CRM où on a une portion du client définie et un autre système où est-ce qu'on a d'autres attributs du client qui sont gérés. Et dans le mode registre, on garderait que les clés qui relient les données des clients. On ne garderait pas le client, mais que les clés qui relient les clients dans la base de données Master Data. L'avantage de cette solution-là, c'est un déploiement rapide. Par contre, il n'y a aucun mouvement de données. Puis quand on veut être en mesure de sortir tous les attributs d'un client, ça nécessite une interrogation en temps réel de tous les systèmes sources qui contiennent des informations à propos de notre client. Dans ce type d'architecture-là, le système source ou les systèmes sources restent propriétaires. Est-ce que le système source est mis à jour? Dans ce cas-ci, ce n'est pas applicable parce qu'on ne fera pas de mise à jour de données dans la base de données Master Data. On va simplement référer au système source. Complexité très basse. Donc, ce système-là, très rapide à implanter, mais pas très efficace en pratique, de par la raison que l'exploitation nécessite des requêtes distribuées sur les systèmes qui contiennent les données maîtresses. Alors, si on descend au point 2, l'architecture de style consolidé. Alors, ce qui est intéressant dans la consolidée, c'est on va amener les données Master Data dans la base de données Master Data, donc les données de vos systèmes sources dans la base de données Master Data. On va pouvoir l'augmenter, la nettoyer, la bonifier, mais aucune donnée va retourner dans le système source. L'idée dans ce genre de projet-là, c'est de dire, on va faire la consolidation des données, le nettoyage, et on va pouvoir l'exploiter dans les systèmes qui sont clients du système Master Data, les systèmes, le BI par exemple, les sites web par exemple, pour en bénéficier. Le système source ou les systèmes sources restent propriétaires de la donnée et la source n'est pas mise à jour. En termes de complexité, c'est plus complexe que le mode registre, mais par contre, ce n'est pas si complexe
puisqu'il n'y a pas encore la composante d'avoir à réalimenter la source. Et cette architecture-là est souvent la première qu'on met en place, la consolider dans une entreprise. On met la consolidée en place en premier, puis ensuite on évolue vers coexistence. Quelle est la différence avec coexistence? C'est simplement le mode consolidé, mais dans ce cas-là, on va extraire les données de la source, on va les bonifier, modifier dans la base de données master data, mais ensuite on va réenvoyer les mises à jour au système source. De cette manière, les données dans master data sont intègres avec les données qu'on va retrouver dans les systèmes sources. Dans ce système-là, le système source ou les systèmes sources restent propriétaires, mais on met à jour la source. Et la complexité est grandissante dans ce cas-ci. Pourquoi? Vous devez garder en tête que propager des modifications à des membres dans MDS vers les systèmes sources, ça peut être une entreprise qui est difficile à réaliser ou complexe, puis même des fois, il y a des enjeux de faisabilité, dépendamment du système source dans lequel vous devez recharger des données. Et finalement, vous avez le système transaction. Et là, ici, on est dans le mode où la base de données master data fait foi de tous les fichiers maîtres à travers l'entreprise. Donc, si on a besoin de créer un client, il est créé dans ce système-là en premier, et ensuite, il est propagé dans tous les systèmes clients. Qui est propriétaire de la donnée dans ce cas-là? C'est le système MDM. Important de comprendre que dans ce cas-ci, on a besoin de latence très courte parce qu'on est presque en mode temps réel ou en temps quasi réel. Donc, bien important de voir que vous devriez commencer avec le mode registre ou consolidé et tranquillement évoluer vers les autres. Et dès qu'on arrive à la grosse étape du mode transaction, c'est bien important d'évaluer les coûts et la faisabilité de ce type d'initiative-là, parce que des fois, c'est tout simplement pas faisable de mettre en place ce type de projet-là sans faire des investissements massifs qui seront finalement peut-être pas justifiés. Alors, on a regardé un peu c'est quoi la gestion des données maîtresses, pourquoi on pourrait vouloir le faire dans nos entreprises, quels sont les avantages. Maintenant, on va regarder Master Data Services, qu'est-ce que c'est et c'est quoi sa place dans l'écosystème Microsoft. Alors, la technologie d'MDS vient de l'acquisition de Stratature en 2007. Stratature avait un produit qui s'appelait Plus EDM. Microsoft a intégré l'outil Master Data Services avec l'arrivée d'SQL Server 2008 R2. Très important d'être conscient de la licence que vous avez besoin pour utiliser Master Data Services. Si vous avez la version 2008 R2, vous avez besoin d'une édition Entreprise ou Data Center. Si vous avez SQL Server 2012-2014, vous avez besoin d'une édition BI ou Entreprise. Et si vous êtes la dernière version d'SQL Server 2016, vous devez avoir l'édition Entreprise, parce que l'édition BI a été discontinuée, en fait. Important de voir Master Data Services combiné avec Data Quality Services et Integration Services forment les outils qu'on appelle les outils de gestion de l'information d'entreprise chez Microsoft. Et les outils de gestion de l'information d'entreprise font partie de la plateforme de données Microsoft. Donc, voilà ce qu'il y en est pour le pedigree de Master Data Services. Maintenant, quel genre de bénéfices je pourrais tirer en implantant Master Data Services? Bon, évidemment, aligner les données à travers tous les systèmes, avoir la fameuse unique version de la vérité, obtenir une fiabilité, une intégrité autant sur nos systèmes opérationnels que nos systèmes informationnels et analytiques. Impliquer les utilisateurs à gérer leurs données. Je vous l'ai dit en préambule, c'est un des objectifs de mettre en place un projet de gestion des données maîtresses, c'est de remettre la gestion des données dans les mains des utilisateurs. Mais avec Master Data Services et son module complémentaire dans Excel, c'est quelque chose de très facile à faire puisque les utilisateurs d'affaires utilisent beaucoup Excel. C'est un outil qui est beaucoup utilisé en entreprise. Ils sont familiers, confortables. Donc ça va aider avec Master Data Services. Et potentiellement, mais ça c'est vrai que tous les outils, c'est vrai aussi avec Master Data Services, il y a peut-être une opportunité d'affaires qui va se révéler en utilisant et en ayant disponible des données qui sont propres et intégrées. Aussi, évidemment, puisque c'est un produit de Microsoft,
Master Data Services s'intègre très bien au reste de la plateforme de données Microsoft, comme on a dit Excel, Integration Services et DQS, puis bien évidemment SQL Server. Et dernier point, non négligeable, les gens connaissent peu ou pas Master Data Services, mais peut-être qu'en ce moment, vous avez déjà une licence chez vous, Enterprise ou autre, qui vous donne le droit d'utiliser ou de faire une installation de Master Data Services. Donc, sans investir une scène de plus, vous pourriez déjà commencer à tester cet outil-là, puis commencer à sonder les opportunités que vous avez dans votre entreprise pour le déployer. Maintenant, on parle de Master Data Services, mais pour vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que c'est, on va essayer de faire une analogie avec les tables et les objets de base de données. Donc, dans MDS, l'élément fondamental, c'est le modèle. Si on regarde dans les bases de données, l'équivalent, c'est le schéma. Dans une base de données, le schéma contient les tables, les vues, les index, et ainsi de suite, tous les objets. C'est la même chose dans MDS. Dans une base de données, on a une table qui contient des enregistrements. Dans MDS, on va avoir une entité qui contient des membres. Dans les tables, on a plusieurs colonnes. Dans une entité MDS, on a plusieurs attributs. Donc, malgré le fait qu'on utilise un nouveau jargon, on parle encore de structure tabulaire avec des clés, avec des modèles de données qui contiennent plusieurs tables ou plusieurs entités qui ont des attributs et des enregistrements et ou des membres. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail les fonctions qu'on peut faire à l'intérieur d'MDS et surtout leur évolution avec la version 2016. En ce qui a trait à la gestion des entités, donc on vient de faire l'analogie qu'une entité peut être vue comme une table. Donc si on prend l'exemple d'une table client. Mais maintenant, dans MDS 2016, il est possible d'avoir des attributs d'une longueur supérieure à 50. 50 peut vous paraître long, mais si on commence à gérer des attributs de marketing, où est-ce qu'il est fréquent de pouvoir avoir une vingtaine, trentaine d'attributs de produits, des fois avoir 50 caractères pour les décrire, c'est pas suffisant. Alors maintenant, cette limite-là est montée à 100. Autre chose, on peut maintenant renommer et cacher les champs code et nom d'une entité dans MDS. Qu'est-ce que c'est le champ code et nom ou code and name? Il est important de savoir que dans Master Data Services, dès qu'on crée une entité, on est obligé d'avoir deux attributs dans cette entité-là, le code et le nom. Le code correspond bien entendu à une clé qui identifie de manière unique le membre de cette entité-là. Et le nom, bien, un attribut descriptif qui va décrire le membre. Donc, dans l'exemple client, ça pourrait être le nom du client. Alors maintenant, dans Master Data Service 2016, on est en mesure de renommer le champ code et nom, ce qui n'était pas possible avant. Donc, dans les versions antérieures, toutes les entités devaient avoir code et nom. Il est impossible de les renommer. Alors maintenant, on peut les renommer et on peut les cacher. Ce qui aide les clients, ça peut paraître banal, mais à s'identifier un petit peu plus à leur modèle de données. Parce que quand tu leur dis que le champ code de produit s'appelle code, alors qu'eux ont toujours référé ça à item ID ou item ID ou identifiant produit, code pourrait ne pas leur parler. Ensuite, autre grosse nouveauté de Master Data 2016, c'est les relations de synchronisation d'une entité. Qu'est-ce que la relation de synchronisation d'une entité? On pourrait imaginer que vous allez créer un modèle de gestion de données qui est un modèle qui va contenir des entités géographiques. Donc, par exemple, le pays, la ville, l'État, et ainsi de suite. Mais avec une relation de synchronisation, on pourrait prendre une entité de type État et la synchroniser dans un autre modèle, qui pourrait être le modèle d'employé, et utiliser l'entité pays qui a été définie dans notre modèle géographique et la relier, la synchroniser avec notre modèle employé pour gérer le pays d'appartenance de l'employé. Ça peut paraître innocent, mais ça nous permet d'éviter de gérer toutes nos entités corporatives dans un seul modèle et de segmenter nos modèles par sujet. Donc, un modèle géographique, un modèle client, un modèle produit. Et de seulement faire des liens à travers chacun de ces modèles-là.
Ensuite, autre nouveauté au niveau des entités, c'est la possibilité de faire une purge définitive des membres désactivés. Qu'est-ce qu'un membre désactivé? Quand on est dans MDS, on décide d'effacer un client, par exemple. Master Data Services, en arrière-plan, n'efface pas ce client-là. Il va seulement le désactiver ou le cacher, le rendre inactif. À la longue, on peut imaginer si on a une entité qui a beaucoup d'ajouts et d'effacements. Ça va faire beaucoup de membres désactivés à traîner. Donc, j'ai déjà vu des clients que ça pouvait monter dans les 50 à 100 000 membres cachés sur une entité qui en a 100 000. Ça commence à être lourd. On peut maintenant faire une purge définitive des membres désactivés. Maintenant, si on regarde du côté de la gestion des attributs, il est possible maintenant de faire des filtres d'attributs basés sur un domaine de valeur. Donc, si on prend un exemple on reprend l'exemple des géographiques de tout à l'heure, j'ai une entité qui correspond aux villes. Je pourrais prendre cette ville-là et l'associer, cette entité-là, et l'associer à mes clients. Alors, au lieu de leur montrer toutes les villes que dans mon entité ville, je pourrais filtrer les membres de cette entité-là par un filtre de pays de l'employé ou du client. Donc, avoir une liste beaucoup plus succincte qui contient seulement les éléments pertinents ou les villes pertinentes par rapport au pays. Donc, les filtres d'attributs basés sur des domaines de valeur. Une autre chose qui a été ajoutée, c'est la création d'index uniques et non uniques. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, ça nous permet d'améliorer la performance de Master Data Services. Donc, il peut arriver que vous allez avoir des entités avec 30 attributs. Master Data Services va créer des index sur les champs code et nom. Mais vous pouvez maintenant en créer comme vous voulez à l'intérieur des attributs. Donc, si vous savez que certains des attributs sont beaucoup utilisés, ça va être très intéressant d'aller pouvoir créer des index à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la gestion des hiérarchies dérivées, on a la possibilité de gérer les relations plusieurs à plusieurs. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, qui était pas possible, mais qui était mal supporté, disons-le comme ça. Maintenant, vous pouvez le faire sans problème. En ce qui a trait à la gestion du changement, ici, c'est des modifications ou des améliorations importantes et des ajouts. Il y a une nouvelle notion de lot de changement. Qu'est-ce qu'un lot de changement? Par exemple, on peut imaginer un utilisateur aujourd'hui qui va avoir la mission d'aller mettre à jour plusieurs attributs de l'entité produit. Au lieu de faire les modifications une par une, il va être capable de regrouper chacune de ces modifications-là dans un lot. Et ensuite, s'il le désire ou pas, faire approuver ce lot-là par un administrateur. L'avantage des lots de changement, ça permet de grouper les modifications et ensuite potentiellement de les annuler en bloc ou de les amener en processus d'approbation. Donc, c'est une fonction assez intéressante au niveau de Master Data Services. Autre chose très intéressante pour la gestion du changement, c'est être en mesure de voir l'historique de révision d'un membre d'une entité. Ça c'est fait par le biais d'un type de journalisation qui n'existait pas dans les versions antérieures. Donc, pour les gens qui ont utilisé Master Data Services 2014 et moins, doivent savoir que quand on modifiait plusieurs attributs d'une entité, on avait un journal de transaction en arrière qui allait nous identifier chaque modification d'attribut. Donc, si on modifiait 10 enregistrements, il allait avoir 10 transactions de modification en arrière. Si on modifiait 2-3 attributs de la même entité, il allait avoir 2-3 transactions. Donc, on appelait cette journalisation-là par attribut. Maintenant, il y a un nouveau type de journalisation qui est par membre. Et ça nous permet d'avoir un historique par membre qui ressemble beaucoup, en fait c'est la même chose, à ce qu'on appelle la gestion du changement type 2. Donc pour ceux qui sont familiers, les fameuses Slowly Changing Dimension, désolé de l'anglicisme. Donc c'est quand on veut faire le suivi à travers le temps des changements aux attributs d'une entité, de la même manière qu'on le ferait dans une table pour suivre les changements des attributs d'une table. On va le voir en démo, ça ici. Ensuite, autre nouveauté, c'est un gestionnaire des conflits de modification concurrente d'un membre ou d'une entité.
Tout à l'heure, je vous expliquais qu'un projet de gestion des données maîtresses, ça implique des processus. Ben, avoir un processus de résolution de conflits est important dans ce système de gestion de données maîtresses. Pourquoi? Vous pourriez avoir plusieurs utilisateurs qui tentent de faire une mise à jour sur une entité. Il faut gérer les collisions potentielles ou la concurrence de ces modifications-là. Donc maintenant, il y a un gestionnaire de conflits. À l'intérieur d'MDS, ça va vous permettre de choisir qui est le gagnant dans une mise à jour selon le contexte de la modification qui a été apportée. Si on regarde d'autres fonctions, la performance. Donc, on pourrait dire de manière générale que c'est un des de cette nouvelle version-là, c'est l'investissement au niveau de la performance. Dans une entrée de blog que Microsoft a publiée pendant les versions d'essai de SQL Server 2016, il a été expliqué que Master Data Services maintenant peut supporter des entités jusqu'à 10 millions de membres, alors qu'auparavant, si on atteignait 1 million, on commençait à taper de sérieuses limites. Donc, il y a eu de gros investissements de ce côté-là, à travers chaque parcelle du produit. Si on en nomme quelques-unes, la compression des objets bases de données. Donc, SQL Server inclut la compression dans ces objets de table depuis un certain temps. Alors maintenant, c'est supporté par Master Data Services. Autre chose, on peut activer la compression dynamique de contenu au niveau d'IIS. Donc, si vous décidiez d'implanter Master Data Services dans votre entreprise et si vous décidiez de communiquer à Master Data Services par le biais de son service web, vous allez recevoir des fichiers XML en réponse aux questions que vous posez au fichier Web Service. Alors, ce sont ces fichiers XML-là qui vont être compressés dynamiquement avant d'être envoyés sur le fil et décompressés par le client, donnant des accélérations vraiment incroyables. L'autre aspect, c'est la gestion personnalisée des index. On en a discuté un peu, donc la possibilité de créer des index sur des attributs d'entité. Il y a aussi le module complémentaire d'Excel qui a été optimisé. Donc, évidemment, si l'engin MDS est capable de supporter 10 millions d'enregistrements, il est très important que l'outil Excel, le module complémentaire Excel, soit capable de supporter ce volume-là lui aussi. Ensuite, au niveau de la sécurité, les gens qui ont utilisé MDS savent qu'avant la version 2016, il y avait 3 sécurités. Lecture seule, mise à jour, aucun accès. Donc l'absence. Maintenant, on a les 4 sécurités, les 4 niveaux classiques, création, lecture, mise à jour ou effacement. Donc, c'est un mystère pourquoi Master Data Services n'avait pas fait ça dès le départ, mais c'est maintenant le cas. Donc, avoir une sécurité plus granulaire au niveau de la gestion. Et ensuite, les gens familiers aussi avec Master Data Services savent que quand on déployait Master Data Services, il pouvait seulement y avoir un administrateur du système MDS au complet, puis c'était l'administrateur qui avait fait la configuration, ou en fait l'utilisateur qui avait configuré Master Data Services. Et bien maintenant, dans Master Data Service 2016, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Super User, et aussi une nouvelle qui est administrateur de modèle. On va voir ça aussi dans la démo. Autre investissement significatif, c'est au niveau des règles d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'une règle d'affaires? Ça va être une règle qui va, par exemple, me dire l'attribut prix de l'entité produit ne peut pas être 0. Ça, c'est un bel exemple de règle d'affaires. Dans SQL Server 2016 Master Data Services, ils ont rénové l'interface avec laquelle on peut créer des règles d'affaires, plus facile à utiliser. Je vais vous dire la vérité, historiquement, ça ressemblait à une vieille page web HTML 1.0, l'écran de gestion des règles d'affaires. Ça a beaucoup été amélioré. Ensuite, et ça c'est ma meilleure nouveauté, l'extension des règles d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, en plus de pouvoir créer des règles d'affaires à l'aide de l'outil à l'aide de la page de création des règles d'affaires, on peut maintenant définir des règles d'affaires ou des fonctions, des procédures qui utilisent le langage TSQL pour définir nos règles d'affaires. Donc, il n'y a presque plus de limites sur les validations qu'on peut faire dans les règles d'affaires, puisqu'on a à notre disposition TSQL pour coder ce qu'on veut.
On va voir ça dans la démonstration. Et finalement, une autre nouveauté, c'est la résolution des problèmes. Donc, un nouveau login que vous pouvez activer dans le fichier config, web config, pour avoir une journalisation plus détaillée de l'exécution de Master Data Services pour être en mesure de diagnostiquer des problèmes. Alors, si on regarde un peu dans l'ensemble les modifications, la bonification au niveau de Master Data Services, il y en a deux qui viennent vraiment en tête. Performance et extension des règles d'affaires. Et un autre que j'aime bien, c'est la sécurité, les investissements au niveau de la sécurité. On a parlé de Master Data Services. Maintenant, comment on fait pour interagir avec Master Data Services? Pour un utilisateur final, donc un utilisateur d'affaires qui a envie de se connecter et gérer ses données, il pourra le faire par le site web Master Data Manager, pour faire la gestion des données maîtresses, ou s'il est un administrateur de modèles, gérer les modèles, la sécurité, les vues, les versions, la validation. Et l'autre option qui est disponible pour lui, c'est d'y aller par le module complémentaire Excel. Donc, c'est un petit module complémentaire qu'on peut installer qui débarre la possibilité de gérer nos données maîtresses à l'intérieur d'Excel. On peut aussi créer des entités et des attributs à l'intérieur d'Excel. Et pour des accès qui ne sont pas humains, mais bien par des systèmes ou des services, il y a deux manières d'accéder à MDS. Soit par des requêtes sur des vues, sur la base de données Master Data Services, en utilisant le langage TSQL de SQL Server, ou on peut le faire avec des interrogations du web service de MDS. Alors, commençons maintenant la démonstration. Les démonstrations. Vous avez devant vous ici un aperçu de la page d'accueil de Master Data Services. La section du haut, en bleu, est vraiment destinée aux gens qui vont gérer les données maîtresses. Quand je dis gérer, je veux dire ajouter un nouveau produit, retirer un produit, spécifier de nouvelles valeurs pour des attributs, faire une mise à jour, et ainsi de suite. La section en vert du bas est typiquement orientée pour les administrateurs du système ou les administrateurs de modèles. Donc, gérer les entités, les attributs, les vues, la validation, et les versions et la sécurité. Alors, allons tout de suite sur l'outil. Alors, je suis dans mon Master Data Services. On va tout faire nos petits exercices avec un échantillon de données qui s'appelle fournisseur. Donc, si je fais juste finir de vous expliquer un peu le site ici, on a dit qu'en haut, c'est pour faire la gestion du modèle, puis en bas, l'administration. Alors, simplement vous montrer un exemple. Ici, le modèle Customer Sample, c'est un des modèles échantillons qui est fourni avec Master Data Services. Je peux aller dans l'explorateur et examiner les données qu'il y a dans mon modèle. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, c'est un modèle client. Alors, je pourrais faire la gestion et aller spécifier de nouvelles valeurs ici. Et si j'étais un administrateur du système, je pourrais aller créer des choses ici au niveau de l'administration. Ça tombe bien. Pour faire mon exemple chez fournisseur, je vais devoir créer un nouveau modèle. Alors, je vais ajouter un modèle ici qui va s'appeler Démo MDS. Et je vais spécifier de ne pas créer une entité portant le même nom. Et je ne toucherai pas aux paramètres de rétention. Alors, je crée mon modèle MDS. Maintenant, on va imaginer un scénario où quelqu'un dans l'entreprise aimerait gérer les données de fournisseurs dans Master Data Services. Et il vous envoie ce fichier-là qui contient une liste de fournisseurs. On voit les différents attributs des fournisseurs, son ID, son nom, contact et tout ça. Je pourrais faire une sélection entière de ce membre-là et aller dans le module complémentaire Master Data ici
et créer une entité à partir de ici. Donc, on va y aller comme ça. Il faut au préalable se connecter à une instance de Master Data Services. Il faut spécifier dans quel modèle on veut le créer. Alors, je sélectionne mon démo NBS. Il faut lui donner un nom. Je vous parlais des champs code et nom tout à l'heure, qu'on doit spécifier pour chacune des entités. Alors ici, on va prendre le fournisseur ID et on va prendre le nom du fournisseur pour son nom. Et on va cliquer OK. Alors, Master Data Services est en train de créer l'entité. Alors, Master Data Services a créé une entité à partir des champs qui étaient définis ici. Alors, jusqu'à date, il n'y a pas trop de difficultés. On va juste agrandir ça un peu pour voir le contenu. Et on va revenir ici dans le site web. On est sur notre démo MDS. On va aller voir accéder aux entités de ce modèle-là. Alors, vous voyez ici, j'ai mon entité fournisseur qui a été créée par moi il y a quelques instants. Et je vais simplement cliquer modifier ici sur cette entité pour vous amener à voir certaines petites choses. Type de journal des transactions. Tout à l'heure, je vous parlais que SQL Server 2016 introduit un nouveau type de journal de transaction qui s'appelle le type membre, qui nous permet d'avoir un historique des changements à la manière du type 2 qu'on gère dans les environnements BI pour suivre l'historique des modifications des attributs. Par défaut, MDS choisit ce style-là. Si vous voulez demeurer dans le même style que SQL Server 2014, 2012 et 2008 R2, vous allez pouvoir choisir Attributs. Et s'il y a certaines entités que vous ne voulez pas suivre, vous allez choisir aucun. On va laisser un membre et j'aimerais juste vous attirer votre attention que la compression des données est activée par défaut. Alors, si je reviens à mon Excel, en recevant ça ici, un utilisateur pourrait commencer à faire un peu de travail sur le modèle de données. Donc, par exemple, ici, on voit l'état, ici. Alors, je pourrais prendre l'état qui est là, puis décider de créer une entité qui va s'appeler état à partir de celle de la colonne qui est là. Donc, je vais prendre état, puis les valeurs qu'il y a dedans, et je vais faire create entity encore une fois. Je vais aller dans mon démo MDS et je vais l'appeler état province. On prend l'état et j'ai pas de colonne de nom. Là, on va laisser ça comme ça. Encore une fois, Master Data, le module complémentaire se connecte à Master Data Services pour créer l'entité. On va lui laisser terminer l'affichage. Master Data Services va m'identifier qu'il y a des problèmes avec ce que je viens de faire. Et on a remarqué qu'il y avait plusieurs doublons dans la liste parce que, par exemple, ici, Californie se répète plusieurs fois. Donc, Master Data Services me dit, dans le code, ici, il est déjà utilisé parce qu'il a créé le code une fois, puis après, toutes les occurrences en doublon, il a refusé de les créer. Alors, c'est parfait. Toutes les erreurs que j'ai, c'est simplement ça. Donc, j'ai pas besoin de rien faire avec ça. Moi, je fais juste rafraîchir et laisser tomber les enregistrements en erreur. Alors, je reviens avec une liste distincte d'états. Alors, je peux commencer à spécifier des noms pour chacun de ces états-là. Vous avez compris le principe. Et maintenant, je vais publier cette modification-là ici. Alors, mon modèle a maintenant deux entités, État, province et fournisseur. Si je reviens dans mon modèle, la prochaine chose que j'aimerais faire, c'est lier la colonne État qui est là à mon entité État-province. Alors, je vais aller sur les propriétés de l'attribut État et je vais dire le type d'attribut
En fait, c'est une liste qui est contrainte. On appelle ça une liste domain-based. Donc, l'attribut qui est là va être basé sur une autre entité. Et celle-là, on va lui dire qu'il est relié à État-province. Et on rafraîchit. Donc, en arrière-plan, Master Data Services est en train de relier la colonne État à mon entité État-province. Qu'est-ce que ça a comme impact? Alors, vous voyez maintenant que j'ai accès à une liste déroulante pour spécifier mes états. Donc, une liste qui va être validée et propre et gérée. Donc, il va nous éviter d'avoir des codes qui sont complètement étranges parce qu'ils vont être basés sur une entité État-province que seulement un utilisateur pourra gérer, par exemple. Ensuite, on va aller rapidement au niveau de notre... avant d'y aller, vous remarquez ici que mon code et mon nom portent toujours le bon vieux nom générique de code et name. Alors, si je reviens à mon entité fournisseur ici et je vais voir les attributs. Je vois l'attribut code ici. Je pourrais l'appeler fournisseur ID, qu'est-ce qui était originalement dans mon fichier. Alors, on peut enregistrer ça ici. Très bien. Et même chose pour le nom. On va aller dire, c'est nom fournisseur. Et on enregistre. Ce ne sera pas bien long. Il est en train de travailler. On revient ici et on peut maintenant rafraîchir notre feuille. Excellent. Les libellés ont changé. Ensuite, ce qu'on va regarder, ça va être la notion des lots de changement. Donc, c'est la nouvelle fonction qui nous permet de regrouper des changements qu'on pourrait vouloir faire au niveau d'une entité. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je peux faire des modifications à des noms et publier. L'autre chose que je peux faire, par contre, c'est définir un lot de changement. Alors, je vais aller ici et dire, moi, aujourd'hui, je vais faire un lot de changement. Ce lot-là, je vais prendre mes initiales et je vais mettre une date, 2016, 09, 20. Et c'est mon premier lot. Je vais l'enlever. Et j'ai un lot ici. Et là, je vais identifier que ce lot-là, je vais l'utiliser pour mettre mes modifications. Impeccable. Alors, on va pouvoir faire quelques petites modifications. Si je prends ici, je dis ces noms de fournisseurs-là ne sont pas bons. Je les modifie. C'est A et B. Pas Big Cheese, mais bien B. Et je publie. Alors, mon lot, on voit qu'il contient deux mises à jour. Une au code 1 et une au code 10. Alors moi, à ce moment-là, je peux décider de soumettre. J'ai terminé mes changements. Alors, je vais soumettre les modifications que dans ce lot-là. Alors, c'est commité. Et je peux maintenant dire que je ne veux plus que ce soit le change set qui est actif. Et mes données sont maintenant sauvegardées dans la build. Alors, si je reviens dans l'explorateur ici, dans mon modèle démo MDS, qui est l'autre manière d'interagir avec vos données maîtresses, et je vais voir mon entité fournisseur. Je peux aller voir les ensembles de modifications, les lots de modifications, aller voir ce qu'ils contiennent, puis voir de quelle manière ils ont changé mes données.
Donc, on pourrait imaginer un lot avec une dizaine de changements, mais de cette manière-là, on est capable de réviser les modifications qui ont été faites visuellement au niveau de nos enregistrements. Puis, on peut bien évidemment laisser tomber, effacer les ensembles de modifications. Donc, ici, je suis en train de regarder les ensembles de modifications de l'entité fournisseur, mais je pourrais aussi aller les voir, toutes celles qui sont reliées à mon modèle. Okay. Ensuite, on va regarder de quelle manière je peux voir mes changements que j'ai apportés à mon modèle maintenant que j'ai un type de journalisation membre. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai expliqué la nuance entre le type de journalisation attribut, qui est celui qui existait avant la version 2016, puis maintenant la nouvelle qui existe avec membre. On va aller au niveau de la gestion de l'intégration pour créer des vues. Typiquement, les vues sont utilisées pour échanger l'information avec d'autres systèmes. Alors, on va créer une vue ici. On va aller définir vue fournisseur qui vient du modèle démo MDS. Et je veux la vue fournisseur et je veux tous les membres feuilles. Excellent, on va enregistrer ça. On va en ajouter une autre, vue fournisseur. Dans le modèle démo MDS, pour l'entité fournisseur, et c'est là que je veux attirer votre attention ici sur le format de la vue. Puisque mon entité fournisseur est en mode membre, je suis en mesure de voir l'historique des membres, puis les membres feuilles type 2, SCD pour Slowly Changing. Donc, on va en créer une avec ça, et on va l'appeler Histo. On va enregistrer ceci, puis on va créer une dernière qui va nous montrer SCD2. Et on veut l'entité fournisseur, et ici, on veut les membres de type SCD2. J'enregistre ma vue, alors j'ai maintenant 3 vues, et on voit bien ici les différents formats de ces vues-là. Alors, si on va dans serveur SQL, puis on regarde un peu le résultat. J'ai exécuté ça ici. Alors, la première vue en haut, c'est sur la première sélection, c'est sur la vue fournisseur pour les enregistrements code 1 et S10. Alors, si on regarde ici, vous vous rappelez que j'ai fait une mise à jour pour du nom de l'entité à A et B. Parfait. Ici, la deuxième, c'est toutes les versions historiques de mon membre. Alors, si on regarde ici, anciennement, il n'y avait aucun état et on a spécifié cet état-là. Et à ce moment-là, il s'appelait toujours Adatom. Même chose pour celui-là ici. Et finalement, la dernière sélection, c'est pour type 2. Alors ici, je vais voir tout l'historique du membre. Alors si je regarde ici pour le code S1, et je vais voir les dates à la fin, donc je peux voir que le membre a été créé pour la première fois à cette heure-là. Il a été modifié à cette heure-là. Le second enregistrement commence à cette heure-là, se termine, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comme une table de gestion de l'historique des changements des attributs qu'on peut exploiter pour nos systèmes qui sont clients du système MDS. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des règles d'affaires. Alors, si on va ici, on va aller dans le modèle démo MDS, on va aller gérer notre modèle. Démo MDS, on va aller aux entités. Et finalement, on va prendre fournisseur, on va aller aux règles d'entreprise. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on pouvait définir des règles d'affaires à partir d'un éditeur. Alors, le voilà, cet éditeur-là. Moi, dans ce test-là ici, je veux juste vous montrer, si je veux mettre une règle d'affaires qui doit faire qu'un attribut est obligatoire, je le ferai de cette manière-là. Je n'ai pas de condition si à mettre, mais j'ai une condition, une exigence à mettre ici, et c'est de dire que le champ non est requis. OK? Alors, j'enregistre ça ici. Et je pourrais dire aussi que l'état
est requis. On enregistre. On enregistre. Et on publie cette business rules-là. Elle est active, alors on peut revenir ici. On va fermer ça. Et on va appliquer les règles. Il n'y a pas de problème, toutes les règles valides. Je vais effacer ça ici et je vais publier. Et alors, les validations n'ont pas passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des champs requis. Maintenant, l'autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les fameuses extensions aux règles d'affaires. Donc, supposons que moi, je vais mettre en place une règle d'affaires qui va me mettre le nom de fournisseur en majuscule. Pour ça, je devrais devoir définir une procédure stockée qui va rendre les membres en majuscule. Cette fonction-là n'est pas disponible de base à l'intérieur des règles d'affaires de MDS. Je dois définir une procédure stockée. Microsoft nous indique que la procédure doit tout le temps avoir ces paramètres-là ici qui vont être complétés par un Master Data Services. Donc, je vais savoir la règle d'affaires s'applique à quel membre, quel modèle, quelle version, pour quelle entité et pour quelle règle d'affaires. Et vous voyez ici que moi, je fais une sélection de la vue fournisseur que j'ai définie et je la mets en majuscule. Et ensuite, j'insère ça dans une table qui s'appelle STG Fournisseur Livre. La table STG, c'est la table de MDS par laquelle il m'est possible de charger des données dans le modèle MDS. Et ensuite, j'exécute la procédure stockée qui va charger la donnée que j'ai mis ici dans le modèle. Alors, on va aller ajouter une nouvelle règle d'affaires. Name en majuscule. Alors, je vais ajouter ma nouvelle règle d'affaires et je vais dire opérateur. Ici, uppercase. Vous voyez script défini par l'utilisateur. Ma procédure stockée s'appelle comme ça. Et j'enregistre. Et on enregistre. Et on publie. Actif. Alors, on peut revenir ici. Alors, je fais une mise à jour. Test, test. A, B, C, N. Tiens. Et on va publier ça ici. La magie a opéré. Maintenant, mes attributs sont en majuscule. Alors, c'est très puissant, les règles personnalisées. Avant-dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'est la possibilité de relier des entités d'un modèle à un autre. Alors, moi ici, j'ai un modèle qui s'appelle GT Metadata. Si je vais voir rapidement l'entité qu'il y a ici, pour vous donner une idée de ce que ça contient. J'ai une entité qui s'appelle MDS Load Status, donc qui contient des statuts de chargement. Alors, je vais vous montrer ici ce qu'il y a dedans. Mais j'aimerais ajouter cette entité-là, lier cette entité-là à mon modèle fournisseur. Alors, vous allez voir un peu le contenu de cette entité-là. Il y a 3 membres dedans. Alors, on revient dans la gestion du modèle. On va gérer la synchronisation des entités. On va ajouter une relation qui va dire j'ai une entité qui s'appelle GTMeta pour la version 1 qui contient l'entité MDS Load Status et j'aimerais la lier à mon modèle Demo MDS pour la version 1 pour l'entité, une nouvelle entité qui va s'appeler Load Status et je vais faire la synchronisation à la demande. Alors, la relation de synchronisation a été créée.
Alors, il est possible pour moi d'aller voir mon modèle MD-MDS, pardon, d'aller voir les entités, et on remarque maintenant que l'autre status est là. Alors, à l'intérieur de mon modèle DemoMDS, j'ai créé une relation de synchronisation vers l'entité MDS Load Status. Et ça me permet de bénéficier de cette entité-là à l'intérieur de mon modèle DemoMDS. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un peu la rénovation à la sécurité. Donc, si on entre ici, on va aller voir l'utilisateur John Doe ici. On pourra aller modifier sa sécurité et les fonctions ici pour lui attribuer le rôle de super utilisateur. Alors là, il va devenir administrateur de système. Alors si, rapidement, je me connecte actuellement à Master Data Services avec John Doe, JDoe. Il rentre dans Master Data Services. Actuellement, la seule chose qu'il a le droit de voir, M. Doe, c'est explorateur. Puis, en plus, il n'a accès à aucun modèle. Donc, si on revient à la sécurité ici, on va le mettre super utilisateur. En fait, non. Super utilisateur n'a pas d'intérêt. On va plutôt aller sur le modèle ici et lui donner un accès à notre modèle ici, qui va être un accès en lecture. Oups. Des fois, la charge n'est pas super. Et voilà. Donc maintenant, il y a un accès total. On va sauvegarder ça ici. Et ça va arriver. Et après, on peut revenir à notre utilisateur. Simplement rafraîchir. Et maintenant, il y a accès à mon modèle. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation Master Data Services aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, je pourrais répondre. Bonjour Sébastien, non je pense pas, il y a des questions que je vérifie. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir, donc ça a été très clair. Merci beaucoup Sébastien. Ça fait plaisir. Et les sessions vont être disponibles très prochainement. Vous allez recevoir un courriel vous disant comment accéder à cette session-ci ainsi qu'aux autres. Et vous aurez un sondage à répondre tout de suite après cette session-là. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci.